commençons la séance. Je suis ravi de vous accueillir. C'est une séance de communication extrêmement riche et variée, comme il est habituel en pareil cas. Je suis très heureux d'accueillir le professeur Marc Gentilini, qui accompagne son élève Quentin Dutheil pour nous parler du fléau des faux médicaments, qui est un sujet qui le passionne depuis très longtemps. Auparavant, je demande à notre secrétaire général, Hubert Johannes, s'il a des annonces particulières à faire. Bon, Monsieur le Président, simplement, nous avons eu donc une séance consacrée à Jean-Michel Dubernard la semaine dernière qui a eu un grand succès, avec des communications de très grande qualité. Et notre intention est de récupérer le texte intégral de toutes ces communications pour que tout le monde puisse le lire en intégralité, même si vous pouvez le consulter sur YouTube. Mais il y a des textes qui sont faits à l'académique, qui sont de grande valeur, et ça nous a paru faire partie de cela. Et pour compléter ce dont Hubert, nous allons éditer sur papier ce document qui est exceptionnel et qui relate une session qui a été également exceptionnelle. Alors, je donne la parole maintenant au secrétaire annuel pour faire le compte rendu de la séance de juin, du 30 juin et du 8 septembre. Celle du 8 septembre étant celle consacrée à la disparition de Max Dubernard. Chers membres, cher président, cher secrétaire général, chers confrères, donc revenons sur la dernière séance du 30 juin, qui est, comme à l'accoutumée, une séance commune avec le service de santé des armées pour la dernière séance avant l'été. Cette fois-ci, elle concernait les traumatismes pelvico-périnéaux, civils et militaires. Pour l'intervention de Paul Chiron, Saint-Mandé, traumatisme abdominopelvifessier, quel est le problème en 2022? En pratique civile, il s'agit d'une pathologie du sujet jeune survenant dans un contexte de polytraumatisme. D'un point de vue militaire, il existe de plus en plus de plaies du bas d'appareil urinaire et des organes génitaux externes, représentant 2,8% des blessés. En cas d'explosion, 55% présentent des plaies génitales et ou urétrales. Ce phénomène est tout d'abord lié à l'équipement des militaires, c'est une zone qui est moins protégée, et aux caractéristiques actuelles des conflits, avec un recours de plus en plus souvent aux engins explosifs improvisés. Et décrit un nouveau syndrome de lésion complexe de Blast, correspondant à des blessures par explosion d'un fantassin à pied, associant amputation d'extrémité, fracture du bassin, épée génitale et ou périnéale. Il est à noter que malheureusement, la pratique civile rejoint peu à peu la pratique de guerre au vu des événements des dernières années, et que donc il est nécessaire aussi de former une population, la force de travail civile, aux mêmes pratiques militaires, pour pouvoir gérer ces pathologies-là. Ces syndromes sont à l'origine d'une mortalité très importante de 36% liée au saignement dans un premier temps, et jusqu'à 56% s'il existe des lésions vasculaires associées, et au risque d'infection en second lieu, bien entendu. Les associations lésionnelles sont les atteintes osseuses, cutanées, musculaires, digestives, uro et gynéco, vasculaires et neuro. En premier lieu est réalisée une évaluation de déchocage et en fonction de la stabilité hémodynamique, les options sont, si le patient est stable, un body scan avec éventuellement géobolisation. Si le patient est instable, une fastéco qui, si elle est positive, on réalise une laparotomie d'hémostase. Si la fastéco est négative, on réalise un packing pelvien prépéritonéal. Dans le cadre urologique, il y a ensuite la prise en charge à long terme des altérations de fonction avec un quart présentant des problèmes d'éjaculation, un tiers d'infertilité ainsi que des dysfonctions érectiles d'origine andrologique et psychologique. Plusieurs cas cliniques sont alors présentés. Question de Catherine Arvieux, concernant les patients stables, quid de la pratique systématique du cystoscan, car ce sont souvent des lésions que l'on ne découvre que secondairement. Réponse, cela n'est pas intégré aux recommandations, mais sur un faisceau de présomption et de signes cliniques, c'est-à-dire fastéco et urétroragie, ce serait probablement bénéfique si c'était systématique. Commentaire de Paul Balandreau, désormais nous enseignons aux chirurgiens la pratique de l'urétrographie rétrograde en mettant la sonde dans la fossette naviculaire. Intervention ensuite de Laure Salou-Régis, traumatisme pelvico-périnéo-fessier chez la femme, une entité qui est méconnue, étant donné que désormais la profession se féminise. Ces traumatismes ne sont pas isolés, 40% de fractures du bassin associées, 20% de lésions de l'arbre urinaire et 10% de lésions de la filière digestive. Ceci nécessite une prise en charge hiérarchisée dans l'urgence. C'est le cas de ce que l'on appelle le damage control et que l'on retrouve tout au cours de la séance, avec contrôle de l'hémorragie, débridement large et prévention du sepsis, dérivation urinaire et coprostase. La féminisation de l'armée, 8% des militaires déployés en OPEX en France, nécessite désormais de définir un damage control gynécologique organe par organe.
Plusieurs arbres décisionnels inspirés de la classification en AST sont présentés, sont abordés le traitement des lésions de la vulve, surtout hématome avec mise à plat, tamponnement, du vagin, mise à plat, packing, voire embolisation, de l'utérus, lacération avec l'hémorragie difficile à maîtriser sur les parois latérales, la prise en charge étant comme pour les hémorragies de la délivrance, des trompes, salpingectomie si lacération sur plus de 50% de la circonférence, et des ovaires avec annexectomie partielle si point des hémostase insuffisant. Les séquelles possibles dans le cas des OGO sont d'ordre septique et fonctionnel, liées aux atteintes environnantes, notamment du bassin, dyspareunie, prolapsus, incontinence. Dans le cadre des OGI, se pose la question de la préservation gonatique avec cryoconservation de cortex ovarien et greffe. Question de notre président Philippe Marre, y a-t-il réellement place pour l'embolisation dans ces conditions? Tout dépend du contexte dans lequel on se trouve. Si la patiente est déjà au bloc parce qu'un stable d'embolisation n'est pas le traitement, si avec ligature et packing on peut la stabiliser, pourquoi ne pas réaliser une embolisation secondaire? Par contre, lorsqu'on est en mission sur le champ, la question ne se pose pas actuellement. Catherine Hervieux, dans notre région, les traumatismes pelviens chez la femme sont retrouvés dans la pratique du sport, ski alpin, pratique du cyclisme. Il arrive que nous soyons face à de volumineux hématomes. Le ballon d'occlusion aortique REBOA est très utile, on en reparlera ensuite. Face à une patiente stable, on réalise d'abord un scanner pour une embolisation si une fuite est mise en évidence. Si la patiente est relativement instable, on réalise d'abord une échophase. Si nous sommes dans une situation in extremis, un ballon d'occlusion aortique, le REBOA, est mis en place au déchocage pour transférer directement en embolisation. L'embolisation est donc réalisée dans les cas très graves ou les patientes stables. Concernant les hématomes périnéaux, dans notre expérience, nous n'avons pas réalisé de tamponnement ouvert dans le cas de traumatisme fermé. En pratique militaire, avez-vous eu des hématomes vulvaires géants nécessitant un traitement à parabole chirurgical? Pas beaucoup sur le terrain, le saignement veineux s'arrête, mais sur les corps caverneux, le risque est la remontée intrapéritonéale. On réalise alors un packing en eau vaginale ainsi que la mise en plat de l'hématome pour l'aspect septique. Question, au vu de la finalisation des surspécialités gynécologiques dans l'armée, réponse de Paul Palandreau, il n'y a plus de DES de chirurgie générale, nous suivons le même cursus que dans le milieu civil. Concernant la gynécologie, nous avons des spécialistes de l'hôpital Bégin lorsque nous avons besoin d'expertise. Intervention de Nicolas de l'Escalopier, P et fracture de hanche de guerre. Il s'agit de l'ensemble des lésions ouvertes avec effraction d'articulation coxo-fémorale due à un projectile de guerre et toujours associé à une plaie des parties molles. Le damage control, encore une fois, cette fois-ci orthopédique, correspond à un déroulement large, parage important, lavage de l'articulation, puis stabilisation osseuse par fixateur externe iliofémoral. À noter qu'en pratique civile, s'il n'y a pas besoin de mobilisation secondaire du patient, une traction suffit, et éventuellement une réduction synthèse à minima du col fémoral pour préserver la vascularisation. Les lésions du nerf sciatique sont retrouvées dans un tiers des cas. Il faut fiscler les extrémités pour limiter les rétractations. Le transfert est ensuite réalisé vers un hôpital d'infrastructure où sera mise en place une stratégie séquentielle de reconstruction secondaire avec choix de traitement dans les 7 jours. Ostéosynthèse interne par DHS et vis pour fracture de col ou simple surveillance avec éventuellement arthroplastie secondaire. On montre bien entendu que dans le cas de la PTH, les résultats fonctionnels sont bien moins bons que dans l'indication classique de coxarthrose avec en plus jusqu'à 25% de reprise septique. Question de Jean-Claude Coufinal, à partir de quel moment le damage control est devenu systématique sur le champ de bataille? D'un point de vue civil, cela date de 1994 aux USA. Côté militaire, il s'agit du début des années 2000 avec les guerres en Irak et en Afghanistan. Quel est le pronostic des sutures directes ou secondaires avec greffe du nerf sciatique? Il est sombre. Plus la lésion est haut située, moins la récupération est bonne. Les sutures directes ont le meilleur résultat, bien entendu. Par ailleurs, tout dépend du contingent atteint. Si tibial, le résultat est mauvais car il y a l'insensibilité de la sole plantaire et une mauvaise propulsion. On utilise le contingent fibulaire pour greffer le contingent tibial. Jean-Pierre Rosenbaum, concernant le risque infectieux, quid de l'utilisation de la TPN qui avait été évoquée lors d'une précédente session de l'Académie? L'intérêt de la TPN dans la prévention de l'infection repose sur le fait qu'elle est mise en place de façon stérile et bien étanche. Ce qu'on utilise dans les plaies souillées, c'est le VAC à instillation qui permet de réaliser des lavages réguliers, une détertion plus importante. Camille Choufani de Toulon, damage contrôle pluridisciplinaire des traumatismes du bassin. Un patient avec atteinte du bassin est instable car il est hémorragique. Le bassin concerne 25% de polytrome. La mortalité peut aller jusqu'à 50%, 15% arrivent en état de choc et un tiers d'entre eux malheureusement décéderont. La physiopathologie est l'augmentation du volume du bassin, à l'origine d'une augmentation du volume sanguin, occasionnant l'inefficience du mécanisme de tamponnement et aboutissant in fine à l'instabilité hémodynamique et la triade létale, coagulopathie, acidose, hypothermie. Le saignement est d'origine veineuse dans 80% des cas. Il n'y a pas de corrélation entre le type de lésion anatomique et l'état physiologique du patient. Après les mesures réanimatoires médicales, si le patient est instable, on réalise un bilan radio et une phase d'écho, puis prise en charge opératoire pour packing pré-péritonéal, éventuellement la porotomie d'hémostase. Si le patient est en métropole, on met en place un ballon de cohésion aortique, le fameux REBOA et embolisation. Enfin, il faut gérer le cadre osseux qui peut diminuer jusqu'à 60% la consommation de globulaire, par fixateur externe, séclampe ou ceinture. Il faut évoquer la notion de salle hybride permettant au même endroit de procéder à la réanimation, l'embolisation et les premiers gestes chirurgicaux. Question de Catherine Hervieux. Il faut aller vers les salles hybrides, qui doivent être lancées par les chirurgiens et les radiologues
En lien avec les réanimateurs, Jean-Claude Couffignal, commentaire. La salle hybride deviendra probablement plus facile à mettre en place de par les évolutions technologiques permettant la miniaturisation du matériel réparti sur plusieurs modules, tout comme c'est le cas pour la robotique. Hubert Joannet, y a-t-il une réflexion au niveau de la DGOS sur l'utilisation et la répartition des salles hybrides? Réponse de Catherine Hervieux. Il y avait le début d'une réflexion visant à repérer les trauma centers au niveau régional et leur donner les moyens et habilitations pour gérer les patients en cas d'afflux massif. Mais ces discussions ont été interrompues par le début de la pandémie. Enfin, Arnaud Boss, prise en charge des pertes de substances pelvipérinéales. Une différenciation est faite concernant les techniques de reconstruction entre l'atteinte postérieure du pelvis, sur des problématiques surtout infectieuses, hémorragiques, il y a une atteinte infectieuse veineuse, et sur l'atteinte antérieure, partie molle, moins importante, les problématiques liées à l'exposition épiniaque antéro-supérieure, de la région trochantérienne, des OGE, exposition vasculo-nerveuse fémorale. Le délai de couverture dépend de la perte de substance, moins de 6 heures pour vaisseau NR, sans urgence pour les OGE et partie molle, parage itératif, et dans les 7 jours pour l'os. L'atteinte postérieure est traitée par parage itératif, pensant nécrosectomie jusqu'à stabilisation pour greffe de peau. Un banc d'expansion sous-cutanée peut être utilisé en cas de rétractation importante. La stratégie thérapeutique pour la partie antérieure repose quant à elle sur les lambeaux, gracilis, OGE, couverture vaisseau, musculo-cutané du rectus abdominus, déconseillé ciblé, sémidulaire, lambeau anterolatéral de cuisse, lambeau inguinal. Est abordée la notion de perforazone en reconstruction fessière avec l'utilisation des tissus à proximité de la perte de substance et de rotation à 180 degrés. Sont abordées les problématiques des brûlures ainsi que des escarres chez les jeunes blessés médulaires. Jean-Philippe Avaro, avenir de la prise en charge des traumatismes hémorragiques de guerre, quelle formation pour quelle chirurgie? Il existe actuellement 2 modèles de soutien médico-chirurgical des conflits armés. Le modèle américain, une logistique très lourde qui correspond en fait à la mise en place d'un hôpital d'infrastructure de type trauma center de niveau 1, associé à une compagnie d'hélicoptères qui va récupérer les patients et les amène dans cet hôpital. Elle présente 2 écoles, budgétaires bien entendu, et l'adaptation sur des théâtres où il y a de longues distances à parcourir pour amener les blessés. De l'autre côté, nous avons le modèle français qui consiste à déplacer des structures auprès des blessés pour réaliser des gestes d'urgence et, une fois le patient stabilisé, le rapatrier. Une vingtaine de gestes sont nécessaires à connaître pour réaliser un damage control en chirurgie de guerre. Un curriculum spécifique a été mis en place avec semestre hors filière, stage de fin d'internat en OPEX et module sur simulateur. Dans le cas de la traumatologie hémorragique, il faut agir vite. Augmentation de la mortalité de 5% par tranche de 10 minutes. La chirurgie hémorragique n'étant pas souvent pratiquée, il y a un risque de déqualification, comme beaucoup d'autres gestes à l'heure actuelle. Les injections de rappel annuelles sont prévues. La réforme du 3e cycle a limité les stages hors filière et alors que 2 chirurgiens étaient envoyés jusqu'à présent, un chirurgien tronc, un chirurgien membre, désormais un chirurgien tech-techou est mobilisé en plus de ces 2 autres membres de l'équipe. Par ailleurs, le développement de la radiologie interventionnelle permettant une solution rapide, à nouveau le REBOA, il est prévu de transférer des compétences de cette spécialité vers les chirurgiens. Sont abordées par ailleurs l'utilisation du plasma lyophilisé, du sang total de banque, ainsi que l'évolution actuelle et projetée des structures mobiles sur les théâtres d'opération dans le cadre de l'évolution des conflits dits à haute intensité, qui signifie en fait 2 armées partageant une frontière commune et ayant les mêmes capacités avec des conflits qui seront courts dans le temps, mais très intenses, avec un afflux malade important et rapide. Conclusion, Paul Palandreau et Catherine Hervieux, cet état des lieux des traumatismes pelvipérinéaux permet de présenter un véritable modèle à la française. Et Philippe Marre, la formation chirurgicale au sein du service de santé des armées est toujours d'aussi bonne qualité. Comme l'a précisé notre président Philippe Marre, la dernière séance du 8 était en hommage à Jean-Michel Dubernard, dit Max Dubernard. C'était très dense, avec l'intervention de plusieurs personnes qui venaient illustrer son parcours et aussi sa façon de penser. Je vais tenter de résumer assez rapidement, mais effectivement, rien ne vaudra les écrits que vous partagerez ensuite. Emmanuel Fournier, Paris, innover peut-il s'interdire de transgresser? Innover, ce n'est pas toujours créer ex nihilo. Ce processus nécessite de dépasser les devoirs et les avoirs, de s'en servir comme bras de levier. Lors d'une procédure chirurgicale, il faut innover. Certains risques peuvent être mesurés, d'autres inconnus, ils sont découverts en chemin et doivent être maîtrisés. Les autres obstacles sont mentaux et éthiques. Innover, c'est transgresser. Comment essayer de nouvelles méthodes si on met en avant systématiquement le principe de précaution? Il faut transgresser les usages et habitudes sécurisantes sans trahir ce que l'on a appris. Cela peut inquiéter, être perçu comme une menace. Le craintif place un gardien entre son âme et lui et n'approuve rien sans que cette autorité ne l'ait estampillé, contrairement par exemple à la pratique de l'artiste. Dans sa pratique, dans le geste même de porter la main sur les mots d'autrui, la chirurgie est transgressive pour une éthique qui pose dans son principe premier l'intégrité des corps. Elle est par nature aussi novatrice, car adaptée systématiquement à chaque cas. Elle appelle à des solutions inédites. La chirurgie n'est pas non éthique. Ce qui serait non éthique serait de ne pas oser, de ne pas transgresser. Innover et transgresser est le cas pour l'art, la technologie, la chirurgie, tout comme
la philosophie. C'est aussi solliciter quelque chose en nous que nous ne connaissons pas, une sorte de réserve de détermination, donner la parole à ce qu'il y a d'incertain dans notre condition, aller au-devant de notre fragilité. Question de Bernard de Chauvel, commentaire, c'est-à-dire ce qui a pu être la posture de Jean-Michel Dubernard tout au long de sa vie, magnifique leçon, Xavier Martin, concernant le dogme en médecine, en tant qu'académie, nous avons une responsabilité très importante de ne pas avoir de dogme, car les dogmes vont être renversés. Ronald Virag, sur votre analyse de la transgression, il y a deux significations. Aller au-delà des règles, celles qu'on nous oppose en permanence, aller au-delà de quelque chose, et c'est ce que nous faisons en permanence. Jacques Caton, il faut faire aussi la différence entre innovation de rupture et incrémentale. Philippe Marr, Jean-Louis Faure qui avait dit à un futur interne dans les années 20, que voulez-vous faire en chirurgie? On a tout à inventer. Thierry Bernet, Genève, de la transplantation d'organes à la greffe cellulaire. Il s'agit de traiter le diabète juvénile. Si on n'arrive pas à contrôler la glycémie sous insulinothérapie, apparaissent des complications secondaires type de rétinopathie, néphropathie, macroangiopathie. À l'inverse, si on exerce un contrôle optimal, le risque d'hypoglycémie est très élevé. La transplantation intéresse les deux extrêmes. Transplantation isolée pour prévenir le risque d'hypoglycémie, transplantation simultanée avec rein lorsque insuffisance rénale secondaire avec hyperglycémie. La première greffe de tissu pancréatique réalisée en 1894, la première greffe de pancréas en 1966. Les études ont montré de meilleurs résultats lors de greffes simultanées avec 85% de greffons pancréatiques toujours fonctionnels à 5 ans. Ont ensuite été décrites les greffes segmentaires et l'isolation des îlots et leur transplantation dans la veine porte par abord percutané. Cette technique permet de retrouver une fonction partielle. Il y a toujours nécessité d'insuline, mais le risque d'hypoglycémie est aboli. Désormais, des réflexions sont menées autour du pancréas bio-artificiel nécessitant de déterminer un cycle, la source de cellules, les matériaux pour le contenir et la stratégie de bioengineering. Et proposer l'utilisation dans ce cadre de dérivés de la membrane amniotique. Xavier Martin, concernant le pancréas artificiel, système uniquement mécanique, qu'en penses-tu? Les algorithmes se sont améliorés. On contrôle les phases de repos, mais pas d'exercice ou de repas. On a toujours des pics ou des creux glycémiques. On contrôle mieux, en fait, l'hypo que l'hyperglycémie. Le pancréas artificiel cherche à reproduire par la technique une cellule bêta. Mais une cellule bêta, c'est bien plus que cela. Elle est dans une matrice, interagit avec d'autres types de cellules endocrines, endothéliales. Un assemblage de pompes à insuline, capteurs et algorithmes ne peut pas faire tout cela. Benoît Langelet, Bruxelles, dans les pas du Minotaure, de la fabrique d'organes comme issue imaginaire à la chirurgie de transplantation. En dépit de résultats remarquables, il n'y a eu qu'au total 45 greffes faciales. Nous savons contrôler les rejets aigus de nature cellulaire par traitement immunosuppresseur. Les rejets chroniques, quant à eux, de nature humorale dirigés contre l'endothélium, ne sont pas contrôlés. Pourrions-nous créer des greffons de main et visage allocompatibles avec une fabrique d'organes universels? Il s'agit d'appliquer le principe dit de transsubstantation. Une première étape consiste à utiliser un détergent qui débarrasse tout élément cellulaire et les déterminants antigéniques, laissant uniquement la matrice extracellulaire. Il y a ensuite une étape où on injecte des cellules souches ou pluripotentes pour régénérer l'organe, recellularisation en bioréacteur et revascularisation. Appliquer ce principe à la main ou au visage n'est bien entendu pas possible à moins de le décomposer en sous-unités morphologiques ou fonctionnelles. Sont présentées les différentes études jusqu'à la colonne digitale qui constitue le modèle ultime d'un allotransplant composite fonctionnel d'architecture tridimensionnelle complexe. L'avenir sur la possibilité de produire ces éléments sans donneur par bioprinting sont soulevées les problématiques d'identité. L'identité morphologique est préservée, mais la biologique est abolie. Reste à trouver le juste équilibre avec les identités existentielles et symboliques. Question de Richard Villet. Quid déterminaison nerveuse de ces doigts décellularisés? On conserve toute la matrice, toute la structure collagénique de l'épinèvre du périnèvre. Nous n'avons pas l'endonèvre. Ce nerf peut être revascularisé. Les actions des dendrites sont invitées à repousser dans les gaines des complexes axo-schwanniens de manière à atteindre la périphérie, qu'elle soit sensible ou motrice. Jacques Baghetti, la Haute Autorité de Santé, 20 ans après, puisque Max Dubernard avait participé à la création de la HAS. Lors de la création médicale de la HAS, l'objectif était d'aider les pouvoirs politiques dans leurs décisions, aider les professionnels à améliorer leurs pratiques par recommandation et aider les populations à s'informer. La séparation de l'évaluation des médicaments de celle des dispositifs médicaux vient de la spécificité de ces derniers, multiplicité, évolution permanente, opérateurs dépendants. Or, l'évaluation est basée sur un certain recul, données de la littérature, recommandations des sociétés savantes, avis d'experts. Le problème est alors le frein à l'innovation. En 2009, a été inventé le forfait innovation pour obtenir un remboursement dérogatoire tout en imposant la mise en place d'un registre d'études. 20 ans après, le patient est de plus en plus au centre des préoccupations. L'HAS prend un regard de plus en plus médico-économique. En revanche, on assiste à une accumulation de normes qui ont restreint son dynamisme. Les facteurs limitants, son expertise scientifique, sont un recours exclusif à des experts sans intérêt, la mise à l'écart des sociétés savantes suspectes d'être liées avec les industriels, la défiance vis-à-vis de la presse médicale. De plus, l'indépendance se voit énormément limitée à partir de 2017, puisque le ministère de la Santé a désormais la responsabilité de nommer une grande partie du nombre du collège.
remarque d'Albert-Claude Benamou. En participant à la création de la HAS, Max Bernard a enfermé d'une certaine manière l'innovation et l'invention dans un processus administratif. Et c'est pour qu'on retire tout ceci que fut créé en même temps l'outil du forfait innovation. Et en réponse, Jacques Benetti qui répond que malheureusement, c'était une excellente idée, mais qu'il n'y a pas assez encore de forfait à innovation qui soit attribué. Enfin, Bernard Accoyer, Paris, parcours politique d'un chirurgien, impact et motivation. De tout temps, les chirurgiens ont marqué l'histoire pour leur engagement politique, depuis Georges Maréchal, confident Louis XIV qui fonda l'Académie. Sous la Troisième République, les avocats étaient nombreux, les médecins également. Sous la Cinquième, leur présence reste réelle, mais de moins en moins, surtout pour les chirurgiens, en raison de la professionnalisation du personnel politique, qui est un réel problème pour que le travail parlementaire soit en phase avec les besoins du pays et les attentes des Français. Les innombrables rencontres et la notoriété professionnelle permettent aux chirurgiens une base électorale que beaucoup de professions n'ont pas, tout comme le contact et l'échange avec des personnalités de pouvoir. Du pouvoir, le chirurgien est obligé d'en avoir dans son quotidien. Mais désormais, l'obligation de résultat rend insupportable le poids de la bureaucratie et des contraintes administratives et légales, et ceci incite à prendre le pouvoir pour pouvoir changer les choses. L'entrée dans ce parcours se fait comme souvent par un engagement local, puis national avec mandat de député qu'avait brigué Max Bernard. L'utilité d'un engagement politique pour un chirurgien dépend du travail de l'élu. Dans le cas d'un engagement parlementaire, il siège en général dans la commission des affaires sociales, prenant part aux débats sanitaires ou aux lois de financement de la sécurité sociale. Jean-Michel Dubernard devient président de cette commission, détenant un rôle très important et une influence législative majeure. Je vous remercie. Merci beaucoup de ces deux très bons rapports de nos deux dernières réunions. Toutes les deux sont très différentes, mais très importantes par leur contenu et leur signification.